Un policier frappe un Navy SEAL noir au tribunal et est choqué lorsqu'il riposte. Las puertas del juzgado federal se abrieron con un chirrido poco después de las 9 de la mañana, dejando entrar un rayo de tenue luz matutina que se extendía por el suelo de mármol como un foco. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia la entrada, como convocadas por una fuerza invisible. El roce de zapatos y el tintineo metálico de las esposas llenaron el silencio antes de que el murmullo de los curiosos regresara como el silbido del viento entre los árboles. Un hombre imponente cruzó el control de seguridad, flanqueado por 2 guardias armados con uniformes azul oscuro que mantenían la distancia, como si la mera proximidad pudiera representar un peligro. No habló. No le hacía falta. Su presencia lo decía todo. El teniente Dorian Shaw, antaño héroe, ahora símbolo de controversia, se movía con una dignidad serena y contenida que desmentía los grilletes que le sujetaban las muñecas y los tobillos. Su piel era del color del cedro quemado, tersa y pulida como la obsidiana, y las intensas luces fluorescentes que lo cubrían solo acentuaban las líneas definidas de su rostro. Su mandíbula estaba bien afeitada, cuadrada e inflexible. No había emoción en sus ojos, solo una quietud que desconcertaba a quienes lo miraban demasiado tiempo. Era la quietud de un hombre que había caminado sobre el fuego más de una vez y había aprendido a sobrellevarlo en silencio. Su físico era inconfundiblemente militar. Hombros anchos, postura firme, espalda recta incluso con cadenas. Vestía la mezcla naranja y azul del uniforme del condado, pero se mantenía como un hombre aún uniformado, un soldado que se negaba a doblegarse incluso cuando el sistema intentaba doblegarlo. Los rumores comenzaron casi de inmediato. No se trataba solo de quién era, sino de lo que había hecho. Los periodistas garabateaban notas frenéticamente en sus cuadernos, con los dedos retorciéndose sobre las pantallas de los teléfonos, algunos intentando vislumbrarlo desde detrás de la barandilla de la sala. El obturador de una cámara sonó demasiado fuerte y atrajo la mirada fría de uno de los alguaciles, silenciándolo. El nombre de Dorian había sido noticia en todo el país, pero nadie parecía saber toda la verdad, solo que un SEAL de la Marina condecorado había sido arrestado por agredir a un agente federal. La fiscalía lo había presentado como un acto de ira, una traición a su deber. De lo que nadie hablaba era de por qué un hombre como Dorian lo arriesgaría todo en la cima de su carrera. Nadie preguntaba por qué se entregaba en lugar de desaparecer como tantos otros que tenían algo que ocultar. Al fondo de la sala, un hombre con una gabardina azul marino de corte impecable se removía en su asiento. No pertenecía allí, no porque no debiera estar, sino porque su presencia estremecía a la sala. El congresista Alfred Dent, presidente del Comité de Supervisión de la Seguridad Nacional, no era un rostro habitual en los juicios penales, y mucho menos en los que involucraban a personal militar. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de montura cuadrada, escudriñaban la sala metódicamente. Sus dedos se movían rápidamente sobre su teléfono, enviando mensajes de texto, correos electrónicos, catalogando cada turno en la sala. Su presencia era deliberada. Era un mensaje para el juez, el jurado e incluso para el propio Dorian. No estaba allí para apoyar la justicia. Estaba allí para proteger secretos. Había otros como Dent dispersos entre los espectadores. Hombres de traje gris con discretos auriculares, asesores de seguridad que se hacían pasar por familiares, empleados que evitaban el contacto visual pero tomaban notas de todos modos. Demasiados hombres poderosos tenían mucho que perder si la verdad en este tribunal se escapaba de sus muros, porque enterrada bajo las acusaciones se escondía una historia que nadie en el poder quería que se contara. Dorian no era solo un hombre juzgado por un presunto arrebato, era un problema, un soldado que había visto demasiado y se negaba a callarse. El cargo de agresión no era una simple agresión física, estaba codificado, envuelto en un manto de jerga legal y de seguridad nacional. Afirmaban que Dorian había atacado al agente especial Victor Cray durante una sesión informativa confidencial. Lo que no se había publicado en los comunicados de prensa ni en las declaraciones oficiales era que Cray no era un agente federal cualquiera. Era un hombre con profundas conexiones
en una operación clandestina en Sudán, uno que dejó decenas de civiles muertos y un rastro de destrucción del que nadie había dado cuenta. 2 semanas antes de su arresto, Dorian había presentado un informe confidencial de denuncia que detallaba violaciones del derecho internacional, uso indebido de la fuerza militar y la eliminación discreta de pruebas. Al día siguiente le revocaron el acceso, le suspendieron la autorización y lo retiraron de los próximos despliegues. Ese fue el primer paso. El arresto. El segundo fue quirúrgico, rápido, limpio, justo como les gustaba. Tandis que Dorian était conduit à la table des accusés, il passa devant le box des jurés. Leurs regards tentèrent de masquer leur gêne, mais la plupart échouèrent. Quelques-uns détournèrent le regard. Un homme s'agita, mal à l'aise, sur son siège. Un autre serra les mâchoires, incertain si l'accusé ressemblait davantage à un criminel ou à un soldat injustement puni. Dorian ne chercha pas à établir le contact. Il n'était pas là pour les gagner par le charme ou la pitié. Il était là pour rester debout. C'est tout. À la table, Jeremiah Cross, l'attendant avec une serviette en cuir usé et une pile de bloc-notes couverts d'une écriture serrée, était assis. Son costume était sobre, gris foncé avec une fine cravate rouge. Mais son regard était vif et alerte, même si le reste de son corps semblait alourdi par l'épuisement. Il s'était préparé à ce procès comme un homme se préparant à la guerre, non pas avec des balles, mais avec toute la force mentale dont il était capable. Cross avait déjà défendu des soldats, mais cette fois-ci, c'était différent. Il n'était pas question de culpabilité ou d'innocence. Il s'agissait de savoir jusqu'où la corruption était allée et si quelqu'un avait le courage de la déterrer. Dorian était assis à côté de lui, sans un mot. Cross lui adressa un hochement de tête subtil et mesuré, celui qu'on exprime quand tout ce qu'on avait à dire avait déjà été dit. Leur partenariat ne reposait pas sur le sentiment, mais sur une confiance forgée sous la pression. Un huissier rappela à l'ordre, et l'entrée du juge fut annoncée. Les portes derrière le banc s'ouvrirent lentement, comme réticentes à accueillir ce qui allait se dérouler. Le juge Merrill Lansing entra en grande robe, les cheveux blancs peignés en arrière, le visage sévère et anguleux. Il était connu dans les milieux juridiques pour privilégier la procédure au principe. Il avait prononcé des peines sévères contre des hommes à moitié aussi décorés que Dorian, et ses décisions avaient rarement été annulées en appel. Mais plus que sa philosophie judiciaire, ce sont ses relations qui attirèrent l'attention, des liens étroits avec le ministère de la Justice, des relations de longue date avec les procureurs fédéraux et une réunion confidentielle avec le Pentagone quelques jours avant le début de ce procès. Lansing s'assit sans regarder personne en particulier. Il ajusta ses lunettes, balaya la salle du regard et fit un signe de tête vers la table de l'accusation. Son silence était pesant, non pas par incertitude, mais par le calcul minutieux d'un homme qui avait déjà envisagé les issues acceptables et celles à éviter à tout prix. La salle d'audience s'installa dans un silence gêné, celui qui précède une tempête. Dorian resta immobile, les poignets entravés sur la table devant lui. Une légère trace d'ecchymose était visible sous les menottes, les marques d'un transport plus brutal que nécessaire. Cross le remarqua mais ne dit rien. Ce n'était pas le moment. On n'était pas encore en sécurité. Et par-dessus tout, sous le marbre, le bois et les dalles, quelque chose flottait dans l'air. Une tension qui ne concernait pas seulement le sort d'un homme, mais la capacité des murs de cette salle d'audience à contenir la vérité une fois qu'elle commencerait à saigner. Quelque chose se préparait. Tout le monde le sentait. Et pour la première fois depuis longtemps, Dorian Shaw ne se sentait plus comme le soldat en danger, mais comme l'étincelle. Ce n'était pas un simple procès. C'était un champ de bataille déguisé en sarrau. Et la guerre ne faisait que commencer. Le procès s'ouvrit avec la précision froide d'une machine habituée à broyer les hommes. La salle était chargée mais calme, une douce tension planant derrière chaque formalité procédurale. Le juge Lansing entra avec sa gravité sombre habituelle, sa robe traînant comme des ombres sur le banc poli. Il ne trahit rien,
ni son expression ni son ton. La salle d'audience, bondée à ras-bord de journalistes, de personnalités politiques et d'observateurs silencieux, semblait figée dans une impatience haletante. En apparence, le déroulement des événements se déroulait comme d'habitude. Déclarations liminaires, rappel à l'ordre, objections retenues ou rejetées avec un rythme mécanique, mais sous-jacent, une certaine volatilité couvait. L'accusation ne perdit pas de temps. La procureure adjointe Melinda Farrow prit les devants, la voix sèche et posée, chaque mot soigneusement choisi pour attaquer l'accusé. Elle dépeignit Dorian Shaw comme un soldat autrefois prometteur devenu amer, un homme accablé par l'orgueil et le ressentiment. Son ton restait mesuré, mais son phrasé était chirurgical. Des mots comme mécontent, insubordonné et volatile flottaient dans l'air comme des taches de sang invisibles à l'œil non averti. Elle désigna l'incident avec l'agent spécial Cray comme l'aboutissement inévitable de la prétendue déchéance de Dorian. Elle affirma que Dorian avait refusé des ordres directs lors d'un débriefing de haut niveau, que sa rage avait dégénéré, aboutissant à une attaque non provoquée contre un agent fédéral. Elle le décrivit comme imprévisible, désabusé, dangereux. Un par un, les témoins furent convoqués, anciens commandants, analystes, experts en relations humaines, tous soigneusement sélectionnés. Il ne s'agissait pas d'hommes et de femmes qui avaient versé leur sang aux côtés de Dorian au combat. C'étaient des bureaucrates, des officiers de bureau, ceux qui avaient gardé les mains propres et dont la loyauté était liée à leur carrière. Chacun offrait une pièce stérile du puzzle que l'accusation cherchait désespérément à reconstituer. Le patriotisme de Dorian s'était transformé en défiance. Son passé décoré était devenu sans importance dans l'ombre de son crime présumé. Le jury prit des notes, certains hochant légèrement la tête, d'autres sur la défensive. Mais Jeremiah Cross observait avec le calme d'un homme qui joue la carte de la longueur. Il les laissa parler. Il laissa l'histoire se dérouler exactement comme il l'avait prévu, permettant à la salle d'audience de s'imprégner du récit de l'accusation. Puis, lentement, méthodiquement, il commença à tirer sur les bords de leur vérité. Cross n'attaqua pas avec force. Il fit preuve de précision. Lors du contre-interrogatoire, il s'interrogea sur les chronologies. Il interrogea sur les lieux et les journaux de communication. Il présenta des extraits de rapports de mission et souligna les contradictions enfouies chez les témoins de l'accusation. Lorsque l'agent Cray affirma que Dorian avait sauté sans prévenir, Cross haussa un sourcil et fit discrètement référence au registre hiérarchique indiquant que l'habilitation de sécurité privée de Cray avait été suspendue quelques jours auparavant, ce qui signifiait qu'il n'aurait jamais dû mener de débriefing. Lorsqu'un officier affirma que Dorian avait désobéi à un ordre direct au Soudan, Cross présenta calmement un rapport classifié horodaté prouvant que l'équipe de Dorian avait reçu l'ordre de se retirer et qu'il avait en réalité agi après que les pertes civiles s'étaient accumulées en raison de renseignements erronés. Le silence gagnait la salle d'audience à chaque révélation. Et puis arriva le sergent Caleb Boone. Boone ne voulait pas être là. C'était écrit dans chaque tressaillement de sa mâchoire, chaque pause avant de répondre. Il était assis, le dos raide, les yeux se tournant de temps en temps vers Dorian sans jamais se poser. Il s'efforçait de rester dans les limites du texte, répétant les phrases de sa déposition. Situation tendue, brouillard de guerre, chacun faisait son travail. Mais Cross, avec la patience d'un chasseur, le démantela. Il évoqua le Soudan, le village, l'enfant en pleurs, couvert de cendres, les morts civiles que personne ne voulait compter. Et finalement, alors que le silence s'étendait sur la salle d'audience comme un fil prêt à rompre, Boone céda. Non pas par le drame, non pas par les larmes, mais par 5 mots prononcés si bas qu'ils faillirent passer inaperçus. Il a sauvé ces satanés gens. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Boone poursuivit, la voix rauque maintenant, racontant comment Dorian avait désobéi à un ordre de retrait, non par rébellion, mais par nécessité. Comment il avait protégé femmes et enfants d'une attaque de drones basée sur des renseignements corrompus, comment il avait sorti 3 villageois blessés d'une cabane médicale en ruine, tandis que le commandement
lui hurlaient d'évacuer. Cross laissa le silence s'installer lorsque Boone eut terminé, sans insister davantage. Il avait ce qu'il lui fallait. Et le jury, dont certains étaient visiblement ébranlés, a maintenant vu une fissure dans l'image soigneusement construite du défendeur par le gouvernement. Mais Cross n'en avait pas fini. Le deuxième jour, alors que la tension dans la salle d'audience atteignait un niveau presque insoutenable, il se leva et présenta une dernière pièce à conviction. Elle n'avait pas été soumise à la communication préalable. L'accusation n'en avait même pas pris acte. Un bourdonnement silencieux parcourut les spectateurs tandis que les lumières s'éteignaient et que l'écran s'allumait. C'était un enregistrement de surveillance, granuleux, en noir et blanc, mais incontestablement accablant. L'horodatage indiquait qu'il avait été filmé 2 semaines auparavant, le soir de l'arrestation de Dorian. On y voyait 2 véhicules banalisés s'arrêter dans une ruelle près de l'appartement de Dorian. On y voyait des agents en civil, fédéraux, à en juger par leur langage corporel et leur armement, l'encercler sans lire ses droits, sans mandat, sans explication. Et puis, d'une clarté irréprochable, vidéo et audio, l'agent Victor Cray s'avança. Il frappa le premier. Un coup de poing dans les côtes de Dorian. Dorian n'avait même pas encore levé les mains. « Vous auriez dû vous taire, Syl », lança Cray d'une voix glaciale et menaçante. Dans la salle d'audience, un soupir collectif suivi d'un silence stupéfait parcourut la foule. Cross se tourna lentement vers le juge Lansing, demandant que la vidéo soit admise comme preuve. Mais le marteau de Lansing s'abattit avant la fin de sa phrase. « Nous suspendons l'audience jusqu'après le déjeuner », annonça-t-il d'une voix trop basse, trop soudaine. Sans explication, il se leva et quitta le tribunal, sa robe flottant dans son sillage. La confusion s'installa, les murmures se transformant en bavardage, tandis que les gens cherchaient à comprendre l'interruption brutale. La vidéo avait complètement changé le ton du procès. Quelque chose d'irréversible avait été révélé. Les journalistes tapèrent frénétiquement. Les observateurs se penchèrent les uns vers les autres. Cross regarda Dorian, qui hocha légèrement la tête, comprenant exactement ce qui venait de se passer. Ils avaient franchi une limite. Et maintenant, le contre-coup allait commencer. Cela arriva vite. Alors que Dorian se tenait debout, toujours enchaîné mais calme, une silhouette émergea du côté de la salle d'audience. Un officier en uniforme, grand, large, un insigne argenté scintillant sur l'épaule. Le capitaine Reed Malloy. Personne ne l'avait vu entrer. Il ne faisait pas partie de la sécurité du procès. Et pourtant, il était là, s'avançant vers Dorian avec un regard qui n'avait rien à voir avec une salle d'audience, qui n'avait rien à voir avec la justice. Dorian se retourna juste au moment où Malloy se rapprochait. Puis, sans prévenir, Malloy frappa. Sa botte s'abattit en plein sur la poitrine de Dorian, un coup violent et délibéré qui vidait l'air de la pièce aussi nettement que ses poumons. Des halètements emplirent la salle d'audience. Des cris fusèrent. Les journalistes tâtonnèrent avec leurs caméras. Quelqu'un hurla. Et Malloy, la poitrine haletante, s'écria par-dessus le chaos. « C'est pour avoir craché sur le drapeau. » C'était un mensonge. Personne n'avait craché sur quoi que ce soit. Mais la performance n'était pas censée être fidèle. C'était censé humilier, provoquer, dominer. Ce à quoi Malloy ne s'attendait pas. Et personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Dorian se laissa tomber en arrière, roula avec fluidité sur le sol poli et atterrit sur un genou. Menottes ou pas, son corps bougeait comme s'il se souvenait d'un entraînement né en zone de guerre et non dans une salle d'audience. D'un mouvement vif et maîtrisé, il s'élança en avant, utilisant l'élan de son corps pour s'élever et porter un coup contrôlé, à main levée, directement sur la mâchoire de Malloy. Ce n'était ni sauvage, ni furieux. C'était précis. Malloy s'effondra instantanément. L'impact résonna dans la salle, plus fort que n'importe quel marteau. Le corps de Malloy heurta le sol avec un bruit sourd, et pendant une fraction de seconde, le temps sembla s'arrêter. Les halètements se transformèrent en chaos. Les officiers de justice se précipitèrent. Les journalistes lancèrent des questions.
Un détachement de sécurité se précipita sur les lieux, tandis que des agents en costume chuchotaient avec urgence dans des écouteurs. Depuis le premier banc, le député Dent se leva brusquement, le visage pâle, et sortit en trombe par la porte latérale, son téléphone déjà collé à l'oreille. Malgré tout cela, Dorian ne s'enfuit pas. Il ne s'en prit pas à nouveau. Il leva lentement les mains, se tourna vers les caméras, le jury, le tribunal, ceux qui avaient douté, qui avaient cru, qui avaient craint, et dit juste assez fort pour être entendu par-dessus la fureur. Maintenant, tout le monde regarde. Et c'était le cas. Le masque était tombé. La machine s'était révélée. La guerre qu'il tentait de mener à huis clos était maintenant exposée au grand jour. La salle d'audience était devenue un champ de bataille. Mais Doria... Les médias s'y sont mis à sang comme des loups flairant le sang. Le visage de Dorian était placardé sur tous les médias, son expression calme d'après-attaque figée dans le temps, encadrée de gros titres incendiaires. « Un SEAL de la Navy attaque un policier au tribunal !» hurlait un chiron. « Patriote ou traître ?» s'interrogeait un autre. Des images tournaient en boucle sur tous les écrans. Le pivotement aisé de Dorian, son cou à main ouverte, Malloy s'effondrant au sol. La vidéo devint une véritable traînée de poudre numérique, mais tandis que le public s'insurgeait, Jeremiah Cross évoluait sous le chaos avec une précision discrète. Il déposa une requête en détention préventive, invoquant des menaces crédibles contre la vie de Dorian. Parallèlement, il déposa une demande de communication d'urgence, arguant que des preuves matérielles avaient été illégalement supprimées. Ce que la plupart qualifiaient de spectacle judiciaire, Cross le considérait comme un moyen de pression tactique. Le juge, meurtri par l'examen public et ébranlé par l'attaque du capitaine Malloy, accéda à la requête. Dorian fut placé dans un quartier militaire sécurisé, sous surveillance 24 heures sur 24 et sans accès à la population générale. Mais surtout, le tribunal ouvrit à contre-cœur un dossier scellé, auparavant considéré comme confidentiel. Il commença par un message horodaté, vieux de 2 semaines, enfoui dans un nœud de données corrompues. Dorian l'avait déchiffré lui-même. Il était tard, presque minuit, lorsque Dorian reçut le fichier. Il était terré dans un motel près de Norfolk, une forte odeur de moisi et d'eau de javel flottant dans l'air. L'ordinateur portable clignotait sous une faible lumière jaune, la batterie s'accrochant à sa dernière barre. Le message provenait d'une adresse IP étrangère, fortement masquée, étiquetée avec un protocole fantôme, utilisé uniquement par les agents de la SEAL Team. L'identité de l'expéditeur était impossible. Marcos Kelly, indicatif Ghost, présumé mort lors de l'attaque au Soudan près d'1 an auparavant. Kelly avait été l'ombre de Dorian sur le terrain. Discrète, chirurgicale, impossible à cerner. Dorian se souvenait de la dernière fois qu'il l'avait vue, couvert de boue, trempé de sang, disparaissant derrière le mur d'un village qui s'effondrait après une frappe de drone. Il n'y avait pas eu de corps, pas de conclusion, juste le silence. Et maintenant, un dossier clignotant marqué « Confidentiel, OP, Morel ». Il ouvrit le dossier en cliquant dessus. Le dossier était un cauchemar de données, des communiqués cryptés, des enregistrements satellites, des ordres expurgés avec des horodatages correspondant à la mission au Soudan. Au cœur de tout cela se trouvait une vérité accablante. L'agent Cray, agissant sans surveillance, avait ordonné la détention extrajudiciaire et l'exécution de civils, les faisant passer pour des cibles militantes. L'objectif n'était pas l'endiguement, mais la provocation. Cray avait mis en scène des événements destinés à justifier une présence militaire à long terme dans des régions étrangères, des opérations sous fausse bannière, enfouies sous des couches de jargon sécuritaire. Dorian fixait l'écran, le cœur battant la chamade. Le même Cray qui l'avait interrogé en Virginie. Le même Cray qui avait témoigné contre lui. Il a téléchargé les données sur un disque dur crypté et a envoyé un message à Cross. Le plan était simple. Livrer le disque à Fort Blair, une base navale sécurisée avec un contact connu aux affaires internes. 24 heures plus tard, Dorian était arrêté, sans mandat, sans explication.
Mais ce n'était pas fini. Le disque dur a disparu. Cross ne l'a jamais reçu. Et les registres officiels de la base ne montraient aucune trace de l'entrée de Dorian dans le service de débriefing de Fort Blair. En revanche, les images de sécurité, brièvement divulguées, puis effacées, montrèrent des véhicules banalisés encerclant le périmètre à 3h12 du matin. Des hommes en tenue tactique noire ont fait irruption dans la salle des serveurs. Les données ont été saisies. Les caméras ont été effacées. Dorian, ligoté et bâillonné, a été traîné dans une camionnette. Au tribunal, Cross a projeté les images tronquées devant une salle stupéfaite. Même le juge Lansing a cligné des yeux plus fort que d'habitude. Cross a ensuite mis la main sur une deuxième carte, une déposition satellite en direct de nul autre que Marcos Ghost, Kelly en personne, cicatrice, émacié, mais respirant. Les lumières de la salle d'audience s'éteignirent, tandis que la projection vacillait. Kelly était assis dans une cachette exiguë, le vent du désert, hurlant faiblement à travers le flux. Sa voix était rocailleuse, son regard d'acier. Il décrivit l'opération au Soudan avec une minutie méticuleuse. Comment Cray contourna le commandement, comment les civils furent rassemblés dans des camps fantômes, comment les dissidents furent qualifiés de menaces et éliminés. Il nomma des noms, il marqua des dates, et lorsqu'il décrivit comment Dorian avait tenté d'intervenir, comment il avait sorti un enfant blessé d'une zone de tir, comment il avait argumenté à brûle-pourpoint avec Cray pour qu'il se retire, le silence se fit dans la salle d'audience. Le témoignage de Kelly n'était pas passionné. Il était chirurgical, méthodique. Le genre de détail que seul quelqu'un ayant vécu l'enfer pouvait transmettre sans se briser. Mais au moment même où Cross s'apprêtait à admettre la déposition complète au dossier public, un changement de cap se produisit dans la salle d'audience. 2 hommes arrivèrent, sans prévenir, flanqués d'assistants fédéraux. L'amiral Graham Prescott, chef des opérations navales. Et à ses côtés, le sénateur Harmon Rusk, le toujours souriant et toujours stratégique président de la sécurité intérieure. Ils fendirent la galerie comme des lames de rasoir, leur badge déjà sorti. Lansing eut à peine le temps de les saluer que Rusk se pencha. Risque pour la sécurité nationale, preuves fabriquées, vidéos trafiquées. Tel était leur argument. Ils réclamèrent une injonction d'urgence affirmant que Kelly était compromise. Ils accusèrent Cross de mettre en danger les intérêts nationaux. En coulisses, des assistants tendirent au juge un dossier épais, rudimentaire et tamponné du sceau de l'autorité suprême. Mais Lansing ne signa pas l'ordonnance. Pas encore. Il fixa le dossier, la mâchoire serrée, la main légèrement tremblante. La salle attendait. Cross se figea, le regard rivé sur le visage de Lansing. Dorian resta indéchiffrable, assis à côté de son avocat, le dos droit, les yeux fixés vers l'avant. Prescott murmura quelque chose d'inaudible. Rusk esquissa un demi-sourire, le genre qu'on esquisse avant de glisser le couteau. Lansing hésita, et dans cette hésitation, la salle d'audience se transforma. Il n'y eut pas de déclaration, pas de coup de marteau, mais quelque chose avait changé. L'illusion de contrôle, la mécanique fluide du protocole et du silence s'était fissurée. Les journalistes commencèrent à chuchoter. Les jurés échangèrent des regards. Même les officiers de justice semblaient hésiter entre bouger ou rester immobiles. Cross se renversa dans son fauteuil, murmurant quelque chose à voix basse. Pas de victoire. Pas encore. Mais le début d'une dynamique. Le lendemain, le récit médiatique commença à se fissurer. Les médias traditionnels s'accrochaient encore à l'affaire des attaques des SEALs contre un officier, mais les plateformes d'investigation plus modestes commencèrent à poser d'autres questions. Qui était Marcos Kelly? Pourquoi un dossier de lanceur d'alerte avait-il disparu? Pourquoi des hauts fonctionnaires faisaient-ils irruption dans une salle d'audience civile? Dorian, toujours en détention préventive, était assis seul dans sa cellule ce soir-là. Il fixait la lumière vacillante au-dessus de sa tête, le bourdonnement électrique, tel de l'électricité statique, dans son crâne. Quelque part dehors, des forces se rapprochaient. Mais maintenant, pour la première fois depuis le début de tout cela, des fissures s'étaient formées dans le mur.
et il savait exactement où insister. Devant le palais de justice, la tension monta en flèche. Les manifestants se rangèrent le long des marches de marbre et se répandirent dans les rues environnantes, leurs chants résonnant sur la pierre grise tels des tambours de guerre. Ils arrivèrent avec des pancartes à l'effigie de Dorian Shaw, appelant en lettres grasses à la justice et à la vérité. D'anciens militaires se tenaient aux côtés de militants pacifistes. Des familles soudanaises serrèrent contre elles les photos de leurs proches disparus. Des lanceurs d'alerte, masqués et prudents, s'attardaient près des fourgons de presse, faisant circuler des clés USB comme de la contrebande. L'affaire États-Unis contre le lieutenant Dorian Shaw était devenue plus qu'un procès. C'était une véritable affaire de compte. À l'intérieur, l'air était lourd comme une tempête. La salle d'audience, autrefois théâtre de jargon juridique et de rituels, vibrait désormais d'une défiance inexprimée. Cross avançait avec une détermination redoutable. Il avait vu les images. Il avait visionné chaque seconde de la vidéo du drone, chaque horodatage flou, chaque cri. Il avait entendu la voix de Dorian implorer des silhouettes invisibles hors champ. Et maintenant, armé de la vérité et d'un élan juste suffisant, il jouait sa carte la plus dangereuse, une requête en assignation à comparaître de l'agent spécial Victor Cray. C'était un suicide procédural dans la plupart des cas. Aucun agent fédéral du niveau de Cray, surtout avec une habilitation de sécurité, n'entrait jamais dans une salle d'audience civile sans protection et écran de fumée politique. Mais le juge surprit tout le monde. Il l'approuva sans hésitation. La nouvelle se répandit rapidement. Les journalistes se bousculèrent. Même les employés de Lansing murmurèrent à propos du CH. Le lendemain matin, Cray arriva. Il portait un costume civil, mais la coupe était coûteuse et l'arrogance qui se cachait était visible. Il se déplaçait comme un homme qui se croyait intouchable. Dorian ne broncha pas en le voyant. Ses yeux se fixèrent, non pas de rage, mais avec la concentration profonde et sereine d'un soldat se préparant au dernier échange de tirs. Cray témoigna à la barre avec un calme théâtral. Il nia chaque allégation avec une aisance maîtrisée. Il affirma que Dorian délirait, en colère contre le système qu'il avait rétrogradé. Il affirma que le dossier que Dorian tentait de soumettre était une compilation fabriquée de séquences de combat. Il se dépeignit comme un patriote, un homme accablé par des choix difficiles. Il sortit même de son manteau une lettre pliée, une félicitation pour une mission à Kandahar, et la présenta au tribunal comme preuve de son intégrité. Mais Cross resta patient. Il écouta, silencieux, l'expression indéchiffrable. Puis, comme s'il répondait à un signal invisible, il s'approcha du tribunal et déposa une clé USB comme preuve. Le silence s'installa dans la salle d'audience lorsque le juge autorisa la consultation du contenu. Un écran s'allume. Des images granuleuses apparurent, d'abord silencieuses, horodatées 2 mois auparavant, la région étant désignée comme le Darfour. Un drone planait au-dessus d'un ensemble d'abris de fortune où des silhouettes allaient et venaient. L'image zooma. Des civils, blessés, sans armes, puis la caméra fit un panoramique et captura Cray au sol, entouré de soldats des opérations secrètes. Il donna un ordre clair, même sans le son. Un homme s'agenouilla devant lui, ensanglanté, les mains levées en signe de reddition. Cray leva son arme. Un éclair. L'homme s'effondra. Au loin, le feu se propagea tandis que les troupes incendièrent le camp. Puis une voix, celle de Dorian, hors champ, criant, exigeant des réponses, suppliant que quelqu'un se retire. Ce n'était pas ce pour quoi nous avions signé. L'image se termina par une retraite aérienne. Un panache de fumée s'éleva du village tandis que le drone s'éloignait. Des halètements rompirent le silence. Un journaliste au fond se tenait là, stupéfait. Le juge ne parlait pas. Le visage de Cray se tordit, oscillant entre panique et fureur. Il essaya de parler, mais le juge lui fit signe de se taire. C'est alors que les lumières vacillèrent. D'abord faiblement, puis complètement. Les projecteurs de secours s'allumèrent. Un huissier prit sa radio. Les portes de la salle d'audience claquèrent dans un sifflement mécanique.
Au-dessus de sa tête, une alerte à la bombe retentit. La panique s'empara des rangs. Le juge aboya pour réclamer le calme, sa voix se brisant pour la première fois. Les policiers se dirigèrent vers les sorties, mais Cross ne bougea pas. Il se tourna vers Dorian et se pencha. Ils ont essayé de tuer la vérité. Maintenant, ils ne font que la rendre plus forte. La nouvelle se répandit plus vite que n'importe quel protocole judiciaire. La vidéo avait déjà été enregistrée par un journaliste qui diffusait le procès en direct depuis un coin autorisé de la galerie. Elle fut diffusée sur Internet en 5 minutes. Lorsque la salle d'audience fut évacuée, des dizaines de milliers de personnes l'avaient vue. À la tombée de la nuit, leur nombre atteindrait des millions. De retour dans son cabinet, le juge Lansing était assis seul. Son téléphone sonna. Il répondit sans un mot. Personne ne savait qui parlait à l'autre bout du fil. Seulement, lorsqu'il revint à son siège, il ressemblait à un homme à qui on avait montré un aperçu de l'abîme. Il ne respirait plus le contrôle. Il irradiait la terreur. Il s'éclaircit la gorge et annonça que le tribunal reprendrait ses travaux à 8 heures précises pour le jugement final. Puis il se leva et quitta la salle d'audience sans un mot. Dehors, les sirènes hurlèrent. Des hélicoptères tournoyèrent. Les manifestants refusèrent de partir. La nuit planait sur la ville comme un poing serré, attendant l'aube pour frapper.